Donc pour rappel, afin de vous offrir une meilleure qualité de son et d'image, comme les précédentes universités du soir, vous ne pouvez pas activer vous-même vos micros et caméras, mais vous pouvez interagir avec la petite icône conversation située en haut de votre écran, où vous pouvez poser vos questions tout au long de l'université du soir et je me ferai votre porte-parole. Et toujours dans un souci de qualité, donc nous avons enregistré préalablement quelques vidéos et donc plusieurs témoignages. Cependant, nous serons en direct pour le reste de la séance et nous pourrons prendre vos questions. Voilà, donc bienvenue à cette université du soir pour donc consacrer au circuit court, se lancer et développer ses ventes. Donc nous vous donnerons d'abord les points clés pour comprendre les circuits courts et dresserons un panorama des productions donc, qui sont déjà existantes en Eure-et-Loir. Dans une seconde partie, vous découvrirez les étapes indispensables pour développer votre projet. Enfin, donc, nous exposerons les différents circuits et types de vente. Et pour finir, nous présenterons donc les outils de promotion et commercialisation sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour développer votre activité. Avant d'entrer donc dans le vif du sujet, je vous présente donc l'équipe circuit court et diversification de la Chambre d'agriculture. Donc j'ai autour de moi de l'autre côté de la caméra Karine Pétiot. Donc Karine qui est donc l'assistante du service, Maëlys Sautel qui est conseillère diversification et circuit court, Marie Héon que nous verrons tout à l'heure, enfin qui interviendra mais qui est à côté de moi, et Aurélie Toutain. Donc Aurélie, donc, qui est chargée de mission diversification, filière et innovation. Voilà. Donc ce que je vous propose, donc, c'est de commencer avec une première partie qu'Aurélie va nous présenter sur les circuits courts, avec tout d'abord la définition des circuits courts. Bonsoir. Donc oui, quelques définitions pour commencer. Déjà, le circuit court, c'est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par de la vente directe du producteur au consommateur, donc avec zéro intermédiaire, soit avec de la vente indirecte, mais limitée à un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Il ne faut pas confondre circuit court et produit de proximité, puisque le circuit court n'inclut pas de notion géographique, de distance géographique entre le producteur et le consommateur. Alors, pourquoi les agriculteurs choisissent les circuits courts pour leur activité ? Bien souvent, c'est pour mieux valoriser sa production, chercher à créer de la valeur ajoutée. On sait qu'en ce moment, le contexte économique est difficile et ça peut constituer un levier pour résister justement aux fluctuations des marchés agricoles dits classiques. Et puis, il y a une deuxième motivation qui peut intervenir aussi pour les agriculteurs qui se tournent vers les circuits courts, c'est celui de créer un lien direct avec le consommateur, de donner du sens aussi à son métier par cet outil et de communiquer avec les consommateurs finaux. Et puis, le dernier objectif qui peut être visé, c'est celui de gagner en autonomie et puis de maîtriser aussi le produit de A à Z, de sa production jusqu'à sa commercialisation. Alors, qu'en est-il du panorama en Eure-et-Loir ? Donc, il y a, de manière peut-être assez surprenante pour certains, on a un maillage assez uniforme de producteurs locaux dans le département qui sont représentés par les triangles que vous voyez apparaître. Nous avons 350 agriculteurs à peu près comptabilisés en Eure-et-Loir à faire de la vente en circuit court. C'est 10% des exploitations agricoles du département. Et de manière assez étonnante également, ces productions sont tournées quasiment pour moitié vers la production animale. Donc il y a 60% des fermes qui produisent des produits végétaux et 47% qui sont tournés vers des productions animales. Il faut préciser que ça peut être de l'alimentaire ou du non-alimentaire. On a aussi des agriculteurs qui vendent du paillage, des sapins de Noël, du compost.
Chose assez intéressante, c'est que en 10 ans, entre 2010 et 2020, entre les deux recensements agricoles, le nombre d'agriculteurs en circuit court a augmenté de 75%. C'est bien davantage que l'augmentation qu'on a notée au niveau national ou même au niveau régional, qui était de 32%. Et puis, dernière information concernant ce panorama local, c'est qu'il y a à peu près 70 ateliers de transformation en Eure-et-Loir, essentiellement localisés sur des exploitations agricoles, pour moitié en production végétale et pour moitié en production animale, pour un département qui est plutôt réputé pour produire des matières premières brutes. C'est assez intéressant de le noter. Merci Aurélie du coup pour ce premier panorama donc, du circuit court en Eure-et-Loir. Et donc maintenant Aurélie, tu vas nous présenter les étapes clés du coup qui contribuent à la réussite d'un projet en circuit court. Oui, parce que un projet en circuit court, pour se donner un maximum de chances de le réussir et d'en faire un projet pérenne, il faut respecter un certain nombre d'étapes que nous avons recensées au nombre de 6. La première étape, c'est celle de la définition du projet. C'est à ce moment-là que vous allez définir vos objectifs, la raison pour laquelle vous développez ce projet. Est-ce que c'est pour compléter les revenus, pour les sécuriser? Est-ce que c'est pour créer un emploi supplémentaire parce que monsieur ou madame veut s'installer sur l'exploitation avec vous, par exemple? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de recevoir du public? Toutes ces motivations vont orienter le choix de votre projet. Ça, c'est la première des choses. La seconde étape, c'est celle de collecter des informations sur le marché. Vous allez définir 1, 2, peut-être 3 idées qui vous paraissent intéressantes à creuser. Et bien là, il va falloir aller chercher un maximum d'informations sur le marché au sens large, au sens macroéconomique, c'est-à-dire au niveau national, eh bien les statistiques sur la consommation de ces produits, sur les tendances, sur les besoins peut-être qui évoluent. Donc c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir identifier si il y a une opportunité à saisir au niveau macro sur ce projet. La troisième étape, on resserre un peu le champ et le périmètre géographique. Là, ça va être de connaître son territoire, de savoir quelle est la population qui vous entoure. Est-ce qu'elle est plutôt urbaine? Est-ce qu'elle est plutôt rurale? Quels sont ses besoins? Est-ce que il y a des partenaires commerciaux? Est-ce qu'il y a beaucoup de magasins qui peuvent distribuer mes produits? Est-ce qu'il y a des axes de circulation, par exemple, sur lesquels je pourrais déposer des points de distribution de mes produits? Tous ces éléments-là vont vous aider à affiner votre projet et à avancer dans votre déroulé. La quatrième étape, alors tout ce que je vous dis là, en fait, ce sont les éléments d'une étude de marché, ni plus ni moins, mais c'est vraiment indispensable de les connaître et de les réaliser. La quatrième étape, eh bien, c'est l'étude de l'offre et de la concurrence. C'est à ce moment-là que vous allez identifier les acteurs qui existent déjà, que vous allez voir ce qu'ils produisent, comment ils le vendent, sur quel circuit de commercialisation, et vous allez pouvoir identifier les forces et les faiblesses que la concurrence a développées, de manière, à pouvoir vous inscrire en complément de cette offre qui est déjà existante et vous positionner par rapport à elle. Voilà pour les 4 premières étapes. Il en reste 2 avant de pouvoir lancer le produit. La dernière est importante, mais l'avant-dernière étape, c'est celle d'analyser la demande. Ça, c'est peut-être une des étapes qui est assez souvent oubliée. Eh bien, c'est celle d'aller à la rencontre de vos consommateurs. Alors évidemment, c'est pas toujours évident, mais on a des outils pour vous aider. Il faut aller à la rencontre de vos prospects. Si vous vendez à des particuliers, il faut aller voir des particuliers et leur soumettre un petit questionnaire sur ce qu'ils attendent par rapport aux produits. Si vous avez l'intention de travailler avec des professionnels, eh bien, ce sont les magasins qu'il faut aller voir. Et là, vous allez mieux comprendre les besoins spécifiques, les attentes du marché, savoir quels sont les prix qui sont prêts à être mis pour acheter votre produit. Ça va vous permettre vraiment d'affiner un peu votre positionnement.
Et donc la dernière étape, celle-là, elle est vraiment essentielle, hein, c'est la construction de votre offre commerciale. Avec toutes les étapes que vous avez faites auparavant, vous avez tous les éléments pour vous permettre de définir quel produit vous allez vendre, dans quelle gamme, à quel prix, avec quel emballage ou packaging, et sur quel mode de vente il est préférable de vous lancer. Avec tout ça, vous avez l'essentiel pour évaluer vos volumes de vente, vos charges, pour chiffrer vos investissements et bien sûr pour aller rencontrer vos financeurs et réaliser votre business plan. Et là, vous êtes prêt à vous lancer. Merci Aurélie. Du coup, donc après ces 6 grandes étapes qui structurent donc le projet de circuit court, je vous propose maintenant de découvrir ce qu'on a essayé d'introduire dans cette UDS, des témoignages de producteurs qui ont mis en place des circuits courts sur leur exploitation. Donc je vous propose de découvrir le témoignage de Sébastien Lucas. Donc Sébastien Lucas qui a lui-même franchi donc toutes ces étapes et qui est agriculteur et producteur de pâtes à Gomerville. Donc ce sont les pâtes Pastéole. Il est producteur de pâtes et installé depuis 2018 et il nous partage donc son expérience sur la naissance de son projet. Alors il y a eu déjà l'année 2016 où il y a eu une très mauvaise récolte et moi j'avais une petite exploitation donc je mettais un peu tout en péril en fait. Je travaillais à l'extérieur, je cherchais depuis longtemps une diversification, j'avais pas vraiment trouvé et en cherchant différentes pistes j'ai trouvé élevage de poules pondeuses au départ et puis j'ai trouvé un agriculteur qui faisait une transformation d'œufs invendus et qui faisait des pâtes avec et je me suis dit mais pourquoi j'y ai pas pensé avant donc le déclencheur, c'était 2016, récolte 2016-2017, les premières visites de labo. Voilà, donc c'est un peu ce qui m'a convaincu de partir. Alors au départ, j'ai fait une étude économique, j'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait comme concurrents autour de moi, sans savoir qu'il y en avait d'autres qui allaient se lancer aussi. Je connaissais les machines, leurs débouchés, je dois encore pouvoir vous dire à peu près où ils vendent chacun. J'avais fait chercher les catégories socio-professionnelles, nous on n'est pas loin de Paris, on touche à l'Île-de-France, donc notre bassin de consommation en fait c'est plus l'Île-de-France, le sud Île-de-France. Pas sous-évaluer cette étape-là parce que c'est quand même assez crucial. On arrive à se tenir à peu près, après la partie commerce c'est quand même assez difficile et c'est pas une partie sur laquelle on est formé. Alors moi j'ai fait un tour à la chambre d'agriculture. Je suis passé donc avec Aurélie, avec Marie, avec Maude. On a regardé la faisabilité, un petit peu la partie économique. Et puis quand j'avais des questions, vu que la chambre est quand même confrontée à pas mal d'agriculteurs qui se diversifient, il y a des questions qui ne nous viennent pas forcément. Aurélie, tu m'avais surtout alerté sur le temps à y passer. En général, quand on se dit qu'on va passer 3 jours par semaine dans une diversification, multiplié par 2 et je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Alors déjà, on a la chance de pouvoir avoir le client final devant nous qui nous dit on peut être fier de nos produits, on emmène le produit jusqu'au bout, nous la partie mouture on la fait pas mais on fait tout le reste jusqu'à l'emballage et la vente. On a des retours de clients en face. Après au niveau de l'organisation de la ferme, il faut quand même pas se mentir, je suis un peu moins souvent dans les champs et au niveau de la vie de famille, je travaille encore certains week-ends, mais je peux voir mes enfants le soir, chose qui m'arrivait pas forcément souvent quand je travaillais en 3-8. Donc on a plutôt gagné en qualité de vie, peut-être perdu un peu en sécurité financière, mais voilà. Et aujourd'hui, on travaille en famille, donc ma femme qui était assistante sociale m'a rejoint sur la partie Pastéole pour faire du commerce, des livraisons, de la facturation et quand même un petit peu beaucoup de production. Mon fils nous file des coups de main de temps en temps et on a pu embaucher notre apprenti qui est passé en CDD puis en CDI et on avait une ancienne stagiaire qui est revenue en apprentissage cette année. Alors, faut pas négliger l'étude économique, vraiment pas, et le temps à y passer. C'est surtout vraiment les 2 points sur lesquels je pense que on a toujours tendance à se dire qu'on va, voilà. Mais vraiment les calculs, moi j'avais oublié une partie des calculs de livraison, des coûts de livraison dans mon coût de production. Je pensais pas que ça chiffrait autant. Les suremballages aussi, enfin des choses bêtes mais qu'on pense pas forcément. N'hésitez pas à voir aussi des gens qui sont déjà lancés. Merci Sébastien du coup pour votre témoignage.
Donc on va prendre un petit temps de questions pour prendre les questions qui sont en direct s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, moi j'ai des questions qui me sont venues pendant le témoignage, parce que je pense qu'Aurélie, vous avez beaucoup de questions de ce type-là. Donc par exemple, si on veut se lancer dans la vente directe, comment choisir donc la production qui me conviendra et qui répondra au marché? Comment faire orienter nos choix de production? Alors ça, c'est une question qui revient, oui, assez souvent en rendez-vous. Alors on n'a pas de recette magique sur la production à lancer qui manque aujourd'hui sur le territoire. On a quelques pistes, mais ce qui compte en fait, c'est que déjà, c'est de faire quelque chose qui vous plaise. Ça, c'est extrêmement important parce que ce sont des activités qui restent exigeantes. Donc, il faut évidemment faire quelque chose qui vous motive et une production qui vous stimule. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller voir ce qui se fait ailleurs. Il y a plein d'agriculteurs, plein d'expériences qu'on a pu rencontrer par le passé, où là, les gens sont allés en vacances, en voyage. Ils ont lu des articles en se disant, bah tiens, il y a telle chose qui se fait dans tel pays ou dans telle autre région de France. Ça n'existe pas chez nous. Pourquoi est-ce qu'on le ferait pas? Donc, effectivement, souvent, ce sont des idées qu'on est allé piocher ailleurs dans la bibliographie. Ou voilà, il faut faire preuve de cette curiosité pour aller chercher un petit peu l'idée et la production ou la diversification qui n'existe pas pour l'instant sur le territoire. La deuxième question, c'est on voit aussi beaucoup d'entreprises qui peuvent nous accompagner dans des projets pour les études de marché. Est-ce qu'il vaut mieux faire l'étude de marché soi-même ou alors est-ce qu'il vaut mieux, il est souhaitable de faire plutôt appel à des entreprises extérieures? Alors, c'est vrai que quand on manque de temps, ça peut être tentant de faire appel à un prestataire. Nous, on suggère plutôt de la réaliser soi-même parce que, en fait, la richesse d'une étude de marché, elle intervient pas forcément à la conclusion. En fait, la richesse, elle vous est apportée tout au long du processus. Quand on vous a présenté ces 6 grandes étapes là pour se lancer dans un projet de circuit court, chaque étape va vous permettre d'avancer dans votre processus de choix et surtout de définition de votre produit, de l'emballage que vous allez choisir. Tous les éléments que vous allez apprendre au cours de l'étude de marché vont vous mener vers ce chemin-là. Après, on peut vous accompagner, faire des rendez-vous réguliers, le temps que vous réalisiez votre étude de marché, mais c'est important que ce processus-là soit réalisé soi-même et notamment, on parlait tout à l'heure des questionnaires, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut avoir un peu ce courage et cette audace d'aller au-devant de vos prospects. Merci Aurélie. Il n'y a pas d'autres questions, mais si vous avez des questions, il y a toujours le petit module conversation qui est sur votre ordinateur. Donc je vous propose de continuer avec donc Maïlis qui est à côté de moi. Donc Maïlis, nous avons vu comment construire et structurer son projet. Et donc la suite logique consiste maintenant à regarder par quel circuit les producteurs peuvent valoriser et vendre leurs produits en fonction de leurs objectifs et de leur territoire. Bonsoir à tous. Donc, comme vous l'avez compris depuis le début de cette université du soir, vendre en circuit court, c'est de multiples canaux commerciaux. Et nous avons essayé de vous référencer dans un tableau tous les modes de commercialisation en circuit court qui existent, de manière à ce que vous ayez un panorama. Comme l'a expliqué Aurélie précédemment, il y a 2 grandes catégories. Il y a tout ce qui est vente directe, pour commencer, avec le mode de vente qu'on va retrouver le plus chez nous en Eure-et-Loire, ça va être la vente directe individuelle. On connaît les producteurs qui vendent à la ferme, dans des boutiques, dans des cueillettes, qui font aussi des marchés, qui vont vendre sur des foires ou des salons. Dernièrement, depuis quelques années, on voit une nouvelle tendance se dessiner avec l'apparition de multiples distributeurs automatiques. Donc voilà des exemples de vente directe en individuel. Mais on a aussi des circuits de vente collectifs. Nous, celui qu'on va retrouver le plus en Eure-et-Loire, ça va être le système des AMAP avec la commande de panier régulière. Mais on peut voir aussi des producteurs qui se réunissent et qui vendent sur les marchés à plusieurs ou également des points de vente collectifs.
La deuxième grande catégorie des modes de commercialisation en circuit court, c'est la vente avec un intermédiaire. Donc, ce sont des producteurs qui choisissent de confier leurs produits à un professionnel. Et là, on va retrouver, par exemple, des modes de vente comme les magasins spécialisés, les grandes et moyennes surfaces, les jardineries, donc la grande distribution. Mais on peut aussi travailler avec des grossistes qui font l'intermédiaire avec d'autres professionnels. Et puis, on peut vendre ces produits à des restaurants privés, à des restaurants collectifs. Donc là, je pense par exemple à de la restauration collective scolaire, mais ça peut être des entreprises, des prisons, des hôpitaux. Il en existe de multiples. L'idée, c'est que les producteurs ont le choix entre plusieurs modes de vente et ils choisissent, comme l'a dit Élodie précédemment, celui qui leur correspond le plus et ils peuvent en choisir plusieurs. Merci Maëlys, du coup, pour ce tableau qui nous présente du coup la vision d'ensemble des circuits de commercialisation. Pour aller plus loin, donc, nous vous proposons une vidéo qui présente plus concrètement donc, le fonctionnement et les spécificités de chacun de ces circuits courts. Derrière le terme circuit court se cachent en réalité des modes de vente très variés avec des niveaux d'organisation différents. La première grande catégorie de circuits courts est la vente directe sans aucun intermédiaire. Le producteur assure lui-même la commercialisation de ses produits auprès du consommateur final. Cela peut se faire à la ferme, dans un magasin aménagé ou directement sur le lieu de production. Par exemple, en libre cueillette où le consommateur récolte lui-même les produits. Ces modes de vente sont relativement simples à mettre en place et valorisent l'image de l'exploitation. Cependant, ils demandent en contrepartie du temps d'accueil, de la disponibilité, une organisation adaptée et une bonne communication pour attirer les clients jusqu'à l'exploitation. La vente directe peut aussi se faire sur les marchés, lors de foires ou de salons. Ces circuits permettent de toucher directement une clientèle plus large et d'améliorer la visibilité des produits. Ils impliquent toutefois des déplacements réguliers et une présence souvent le week-end. D'autres formes de vente existent, comme les paniers, les AMAP ou la vente par abonnement. La vente via des distributeurs automatiques est également en plein essor, avec un accès possible aux produits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Internet est aussi un canal à part entière, avec des sites de vente en ligne souvent associés à des points de retrait ou des livraisons à domicile. La vente directe permet de créer un lien fort avec les consommateurs et de mieux valoriser ses produits, tout en développant une véritable autonomie dans la commercialisation. La deuxième grande catégorie des circuits courts est la vente avec un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. C'est le cas par exemple de la vente à des commerces de proximité comme des épiceries ou des boutiques spécialisées. Les grandes et moyennes surfaces s'approvisionnent également auprès des producteurs locaux, pour répondre à une demande croissante des consommateurs pour des produits de proximité. Les producteurs peuvent aussi travailler avec des grossistes, qui jouent le rôle d'intermédiaire pour approvisionner différents clients. Certains s'organisent avec des plateformes de livraison collective, comme c'est le cas de la plateforme Eurélienne sur le champ. Ces circuits permettent de sécuriser des débouchés et de déléguer une partie de la vente, tout en conservant une identité locale. Certains producteurs choisissent également de travailler avec la restauration commerciale. Restaurants, tables d'hôtes ou traiteurs. Ces débouchés valorisent les produits, mais nécessitent régularité, fiabilité et adaptation aux besoins du client. La restauration collective, notamment scolaire ou même d'entreprise, constitue aussi un circuit court avec un seul intermédiaire. Elle offre des volumes planifiés et une certaine sécurité de paiement, avec des contraintes sanitaires et administratives à anticiper, ainsi qu'une activité parfois plus variable selon les périodes de l'année, notamment pendant les vacances scolaires. Au-delà des démarches individuelles, certains producteurs choisissent aussi de s'organiser collectivement. Ils peuvent s'associer au sein de points de vente collectifs ou de magasins de producteurs, afin de mutualiser les charges, les temps de présence et la commercialisation. Il n'existe pas de mode de commercialisation idéal, mais des circuits adaptés à chacun des projets. Le choix dépend du temps disponible, des volumes produits, du niveau d'organisation, des envies et objectifs du producteur. Très souvent, c'est la combinaison de plusieurs modes de commercialisation qui permet de sécuriser et de pérenniser l'activité. Donc au-delà des caractéristiques théoriques de chaque circuit, donc chaque exploitation construit aussi sa propre stratégie. Donc pour illustrer cela, nous allons écouter donc Rosen Brochard qui explique les circuits de vente qu'elle a retenus et les raisons de ses choix. Donc Rosen est productrice de fraises et de fruits rouges depuis 2023 à Fontaine-l'Aiguillon. Elle nous partage son expérience et son circuit de commercialisation.
Alors nous, on a différents modes de commercialisation. On a la vente directe, donc à la ferme et sur les marchés, qui est notre mode de commercialisation principal. Et après, on va travailler avec des grandes surfaces, avec des grossistes, ou même avec la plateforme sur le champ. Nous, c'est le goût. En général, j'arrive toujours avec une barquette quand je travaille avec un nouveau client, parce que le goût fait toute la différence et souvent, ça fait accepter le prix qui est différent aussi. Parce qu'évidemment, une fraise locale va pas avoir le même prix qu'une fraise d'Espagne ou de grandes structures qui peuvent être tout aussi bien françaises, mais avec des fraises qui ont voyagé. Alors que là, l'ultra local, moi, je peux me permettre de récolter un fruit qui est mûr à point, de le mettre en barquette et le lendemain, il est chez le client. Et puis c'est vrai qu'après, il faut savoir aussi se démarquer, comme on travaille avec des grandes surfaces, savoir se démarquer. Nous, notre force, c'est le goût de nos fruits. Et après, c'est visuellement, donc on a travaillé le logo avec des professionnels pour justement avoir un logo et toute une DA qui soit visible dans les rayons, quoi. Je pense que ça doit être un bon 80% du temps passé. J'ai totalement délégué la partie récolte que je voulais garder au début, mais malheureusement la commercialisation prend beaucoup de temps. En fait, on a un fruit ultra frais, donc une fois qu'il est récolté, il faut qu'il soit vendu dans la foulée, au plus tard le lendemain. Donc ça demande du temps à passer, à appeler les gens quand on a des pics de volume, pour vraiment que tout parte chez le client. Déjà, j'ai embauché parce que j'avais besoin de déléguer la partie récolte pour vraiment être pleinement disponible pour la commercialisation. Être manager RH, c'est pas donné à tout le monde. Je me suis formée. Ça a été le principal axe que j'ai cherché. C'était la partie où je maîtrisais le moins. L'humain, c'est très compliqué et pourtant c'est important. Donc ça a été vraiment la partie où j'ai cherché à me former le plus. En termes de technique, évidemment, de commercialisation, j'avais quelques bases, mais c'est toujours bon de se former. Je pense que la formation, c'est très important. On en apprend tous les jours. Donc c'était la partie importante. Et après, en termes d'investissement, ça a surtout été des chambres froides pour, surtout l'été, garantir un fruit qui tienne dans la barquette. Donc quand il fait 30 degrés dehors, on a tout intérêt à garder les fruits au frais. Il faut savoir déléguer. Nous, ça a été la grosse problématique la première année. On voulait être au four et au moulin et c'est pas possible. On se fatigue. Donc on a délégué. Moi, j'ai choisi de déléguer la partie plutôt récolte parce que la partie commercialisation, c'est ce qui me plaît. Le contact avec le client, c'est ce qui me plaît aussi. Et c'est la partie que je voulais à tout prix garder. Je pense que ce serait le meilleur conseil, c'est de déléguer, mais de garder ceux avec quoi vous êtes le plus à l'aise et de déléguer le reste tout en gardant un œil, évidemment. C'est toujours un peu dur de lâcher la main sur quelque chose, surtout quand on aime bien maîtriser, mais c'est important. Donc, merci Rosane pour ce témoignage et ces belles images. À présent, on vous a recensé quelques points de vigilance justement sur la mise en place de circuits courts sur une installation agricole, chez un agriculteur. Donc Maëlys, j'ai quelques questions à te poser. Les circuits courts offrent de belles opportunités, mais ils demandent aussi d'anticiper certains points de vigilance. Quels sont selon toi donc les principaux points de vigilance, les principaux sujets à avoir en tête avant de se lancer? Je pense que le premier à avoir en tête, c'est la maîtrise de ses charges. Il faut absolument pouvoir connaître son prix de revient. C'est important pour la viabilité économique de cet atelier. Il faut savoir vendre son produit au bon prix, que ce soit au lancement du produit, mais également tout au long de la production de celui-ci. Deuxième question, on imagine aussi que cela prend beaucoup de temps au quotidien, comme les différents producteurs nous ont expliqué. Est-ce que du coup tu as d'autres
indications pour qu'on se rende un peu plus compte? Oui, c'est un point de vigilance qui est particulièrement important. L'activité de circuit court est souvent très chronophage et souvent les producteurs minimisent ce côté chronophage au démarrage de l'activité. Il y a vraiment, en vendant en circuit court, on a de multiples activités à réaliser au quotidien, que ce soit la préparation de commandes, que ce soit la livraison, que ce soit tout ce qui est communication, le relationnel avec les clients et toutes ces activités réunies souvent nous prennent énormément de temps et beaucoup plus qu'on avait prévu au départ. Donc, il faut l'avoir en tête. Et du coup, donc, tu n'as pas évoqué l'aspect réglementaire. Alors, l'aspect réglementaire, vaste sujet. Il est vrai que la réglementation, aujourd'hui, elle évolue vite, que ça soit française ou européenne, sur des sujets très divers, que ça soit l'étiquetage, le côté hygiène, la transformation. Donc, je dirais qu'au démarrage du projet, il faut déjà bien connaître toute la réglementation à laquelle on doit se soumettre. Mais il ne faudra pas oublier non plus, tout au long de la vie de cet atelier, de faire une veille sur la réglementation à respecter et puis pas hésiter à se former si besoin. Donc, tu parles de la veille réglementaire. J'imagine qu'il y a aussi une veille des demandes de consommateurs qui évoluent tout à rapidement. Tout à fait. Aujourd'hui, on est dans une époque où les consommateurs évoluent beaucoup. Il y a des tendances qui durent plus ou moins. En tant que producteur en circuit court, c'est important de régulièrement prendre un peu de recul et regarder un peu les tendances de consommation, ce qui se fait, ce qu'attendent les producteurs, pour pas hésiter à s'adapter, à adapter le produit, à adapter les canaux de vente. Voilà, il faut vraiment toujours être un couteau suisse et s'adapter au quotidien. Merci Maëlys. Donc, nous avons vu que les circuits courts offrent de nombreuses opportunités, mais qu'ils demandent aussi d'anticiper certains points de vigilance que vous avez largement décrits avec Aurélie, pour sécuriser donc son projet et surtout dans la durée. C'est précisément donc pour aider les porteurs de projets donc à relever ces défis que la Chambre d'agriculture propose donc un accompagnement adapté à chaque étape. Donc je crois que Maëlys, tu vas aussi nous décrire ces différentes étapes. Tout à fait. Alors, on vous a schématisé 6 grandes thématiques, 6 grandes étapes pour lesquelles la Chambre d'agriculture peut vous accompagner et est là pour vous aider. Évidemment, la première grande étape, c'est au moment du lancement. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. On est là pour prendre un temps avec vous, pour se poser les bonnes bases du projet, se poser les premières questions. On est disponible pour un rendez-vous pour cette première étape-là. Ensuite, souvent vient la question de trouver des financements. Et alors ça, on a un spécialiste, Thibaut Gasté, qui est notre collègue et qui pourra identifier les aides et subventions à mobiliser précisément pour votre projet. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter non plus à nous contacter pour ça. Enfin, je l'ai cité précédemment sur la veille réglementaire, sur les adaptations. Il faut vraiment quotidiennement se former. Alors pour ça, plusieurs options. Soit vous nous appelez et on vous aide à trouver une formation chez nos partenaires, soit cette formation est disponible aussi au sein de notre réseau et on pourra à ce moment-là vous inscrire pour vous permettre de vous améliorer sur un sujet. Tout au long d'une production en circuit court, on a toujours besoin de conseils techniques ou de trouver des références technico-économiques. Donc pour ça, l'équipe circuit court est à votre disposition. On peut vous trouver les bons conseillers, vous trouver les bonnes références technico-éco, mais on peut aussi vous aider sur la partie choisir ses circuits de commercialisation comme on en a parlé précédemment. Par exemple, si vous avez des questions sur tout ce qui est restauration collective, il suffit de nous appeler et on va vous expliquer comment ça fonctionne et puis comment aller vers ce nouveau débouché. Je l'ai dit précédemment, il y a toute la partie réglementation sur laquelle il faut rester bien en veille et puis hésiter à se former. Nous, les conseillères circuit court, on est au quotidien à l'affût de l'actualité et puis on communique au maximum. Mais si vous avez une question de compréhension ou alors vous avez vu une réglementation passer, il ne faut pas hésiter à nous appeler et on pourra vous aider à mieux la comprendre et mieux savoir à quoi vous en tenir. Et puis enfin, une dernière thématique, se faire connaître, c'est la clé des circuits courts. Donc, vous aider à identifier des professionnels de l'alimentation sur notre territoire. Ça, on peut vous aider à trouver des partenaires pour votre projet. Et puis, il existe aussi un certain nombre d'outils de commercialisation que mes collègues vont vous présenter ensuite. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour qu'on vous explique ce qui existe. Je pense que s'il y a un truc à retenir, c'est que vous pouvez appeler à la Chambre d'agriculture et
et on trouvera toujours quelqu'un qui pourra répondre à vos questions, l'un de nos experts. Merci Maëlys, c'était bien clair. Je regarde s'il y a d'autres questions qui arrivent. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, je vais continuer sur mes questions. Donc, du coup, Maëlys, comme tu le disais, si on a le moindre projet, la moindre question, la moindre demande, on peut appeler à la chambre et on trouvera l'interlocuteur pour nous répondre. Tout à fait. Vous pouvez appeler notre assistante de service qu'on vous a présentée en début d'Université du Soir, Karine Petiot. Et puis, vous lui expliquez vos premières questions et puis votre projet. Et elle saura vous redispatcher vers le conseiller qui vous donnera la réponse à votre question. Tout à l'heure, Maëlys, tu parlais de circuit de commercialisation, etc. Si, par exemple, on est déjà en vente directe, mais qu'on veut élargir notre spectre, ou par exemple vendre à des cantines scolaires, etc., on peut aussi vous appeler ou... Oui, tout à fait. Dans l'équipe Circuit Court, on a toutes des casquettes de spécialisation. Donc, on pourra tout à fait, notre experte en commercialisation, restauration collective, pourra vous expliquer comment fonctionne la restauration collective, quels sont les interlocuteurs, mais aussi comment marche la commande publique, comment monter un dossier de réponse à ces appels d'offres. Et puis, quelles sont les clés à mettre en place en fait pour être serein avec ce nouveau débouché. Merci Maëlys. Je continue du coup. Donc à la suite de ces premières parties, donc être bien accompagné, ça on l'a montré, vous êtes au niveau de la chambre des bonnes interlocuteurs pour les différentes questions qu'on peut avoir, donc on n'hésitera pas à vous contacter si besoin. Mais il faut du coup bien connaître et fidéliser aussi sa clientèle. Nous allons maintenant présenter donc les différentes marques de promotion existantes, ainsi que les outils de commercialisation qui peuvent aider donc les producteurs dans cette démarche. Donc pour ça, j'ai Marie qui est à côté de moi, donc qui m'a rejoint. Marie, du coup, je vous laisse présenter donc la suite des différents circuits levés commerciaux. Merci. Donc en fait, il faut savoir qu'il existe deux outils complémentaires, les outils de promotion et les outils de commercialisation. Parmi les outils de promotion, on distingue des outils qui vous permettent de gagner en visibilité, de développer votre réseau, de vous faire connaître, créer du lien entre vous. Et donc, en Eure-et-Loire, on en a 3. Bienvenue à la ferme et Terre d'Eure-et-Loire que je vais vous présenter dans un second temps. Et c'est du centre, une marque régionale créée par le conseil régional et animée par DevUp, qui est une marque pour les produits alimentaires et non alimentaires d'entreprises de la région. Et voilà, qui permet de faire connaître aux consommateurs ces produits. Et nous avons ensuite les outils de commercialisation qui permettent de développer votre commercialisation et de vous aider dans la logistique. En Eure-et-Loire, nous avons une plateforme sur le champ qu'Aurélie va vous présenter juste après pour vous montrer comment cette plateforme peut vous aider justement à développer de nouveaux clients et augmenter vos ventes. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter Bienvenue à la ferme, qui est une marque nationale, premier réseau de producteurs de produits fermiers et d'accueil à la ferme. Et on compte un peu plus de 5000 producteurs en France. Et donc, ce sont des producteurs qui vont faire des produits fermiers, mais également de l'accueil à la ferme, de l'hébergement, et donc partager un petit peu leur passion. Et à travers ce réseau, vous pouvez bénéficier, en fait, comme c'est une marque nationale, d'une communication nationale, d'une communication régionale également et départementale. Et aussi participer à des événements nationaux ou locaux, comme les marchés des producteurs de pays. Et aussi profiter de partenariats nationaux avec des tarifs préférentiels négociés pour, par exemple, de la vente en ligne. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses. Donc si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre, pour vous aider à approfondir cette marque. Et là, je vous propose de découvrir le témoignage d'un agriculteur du réseau, la ferme du Colombier qui se situe à Néron, qui va vous parler de sa ferme. L'idée d'accueil public en transformant les bâtiments nous est venue naturellement.
Donc là-bas, on a une porcherie qui s'est transformée en garage et puis après en espace d'accueil pour les enfants. Il y a une ancienne petite bergerie du XVIIe siècle qu'on a convertie en salle de réception. Et puis après, la salle de réception est venue une forte demande d'hébergement. Actuellement, on a 2 chambres d'hôtes et un gîte. Et puis là, le colombier qui est derrière moi, depuis cet été, il sert de présentation d'une lecture en costume. Bienvenue à la ferme nous apporte peut-être un rapprochement avec les autres agriculteurs, avec tous les consommateurs, les citoyens. Depuis 40 ans, on est en agriculture biologique et on avait l'habitude chaque année de faire ce qu'on appelait des portes ouvertes pour introduire les citadins, les consommateurs dans nos fermes. Et en ouvrant vers Bienvenue à la ferme, on atteignait un public beaucoup plus large de consommateurs, de citadins. Et donc, on a avec Bienvenue à la ferme, je pense, attiré plus de monde. Donc maintenant, je vais vous présenter Terre d'Eure-et-Loir. Donc c'est une marque territoriale qui a été créée en 2002 par la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir avec le soutien du conseil départemental. L'objectif de la marque est de valoriser les produits euréliens et de les faire connaître aux consommateurs en suivant le petit logo rond que vous voyez apparaître sur l'écran. Vous allez voir apparaître. Et donc, ça s'adresse à des producteurs, des artisans, des magasins, mais également des ambassadeurs, restaurants-traiteurs. Donc, la marque aujourd'hui compte 154 membres, 113 producteurs et artisans, 43 magasins et 15 ambassadeurs. Les producteurs qui font partie de la marque, ce sont des producteurs qui exercent leur activité en Eure-et-Loir et qui produisent leurs produits ou transforment leurs produits en Eure-et-Loir ou majoritairement avec des produits d'Eure-et-Loir. Donc, il y a une charte à respecter sur la provenance et une commission d'attribution permet de faire passer les produits les agréés Terre d'Eure-et-Loir, pardon. C'est une marque qui est très active en termes de promotion et de communication, avec une présence ou organisation d'événements, notamment le salon de l'agriculture, avec un stand collectif, les marchés Je Croque euréliens, le salon professionnel du terroir dans l'assiette, ou encore très récemment Terre d'Eure-et-Loir en fête, qui a eu lieu au château de Maintenon avec plus de 5700 visiteurs. Donc cette marque permet en fait de vous faire gagner en visibilité sur le département, de développer vos débouchés et de développer surtout votre réseau avec plusieurs acteurs de la filière. Maintenant, je vous propose de découvrir en vidéo une petite vidéo réalisée pour les 20 ans de la marque en 2024. À chaque moment de votre vie, les instants fugaces, comme les occasions qui restent. Lorsque vous consommez local, vous développez la vie de notre territoire. Vous protégez nos savoir-faire, vous préservez notre environnement. Alors nous, producteurs, magasins et artisans d'Eure-et-Loir, nous vous remercions de choisir au quotidien Terre d'Eure-et-Loir, la marque des produits qui nous rassemble. Alors me revoilà, cette fois-ci pour vous parler d'un outil de commercialisation dont mon mari vous a parlé tout à l'heure, qui est Sur le Champ. La société Sur le Champ, c'est une SKIC SAS qui a été créée en 2019. Donc une structure 100% eurélienne est créée pour distribuer des produits d'Eure-et-Loir en Eure-et-Loir, puisque la société achète les produits locaux, les regroupe sur son site à Chartres et les revend pour le compte des producteurs à tout type de professionnels de l'alimentaire. Ces professionnels de l'alimentaire, ils sont situés essentiellement en Eure-et-Loir et aussi un peu dans la frange ouest de l'Île-de-France. Les professionnels, c'est des restaurants commerciaux, des restaurants collectifs, des magasins de producteurs, des grandes surfaces, des jardineries, il y a vraiment de tout. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 140 clients professionnels qui sont réguliers de la plateforme Sur le Champ et 80 fournisseurs
essentiellement d'Eure-et-Loir. Cet outil, il nous a paru intéressant de vous le présenter parce qu'en fait, c'est un élément facilitateur pour créer des collaborations avec les professionnels, mais aussi avec la restauration collective, qui est quand même un milieu réputé assez difficile d'accès. Donc, le gros avantage de la plateforme, c'est qu'elle répond au marché public pour le compte des producteurs. Donc, c'est un peu de temps, d'énergie gagné pour les agriculteurs, sachant que la plateforme sur le champ fonctionne en totale transparence, c'est-à-dire que le produit parvient au client avec toutes les informations sur l'origine locale des produits. Je vous propose de regarder une petite vidéo de présentation qui vous donnera un peu plus de détails. Sur le champ a été créé en janvier 2019 par la Chambre d'agriculture et la SCAEL. C'est une société coopérative d'intérêt collectif qui a pour objectif de simplifier l'accès à des milliers de produits locaux disponibles sur notre territoire. Donc sur le fonctionnement, nous référençons les produits sur un site, les producteurs nous les livrent, nous les stockons dans notre entrepôt et de façon à mutualiser les livraisons auprès de clients professionnels. Alors pour nous, en tant que producteurs, sur le champ, c'est une solution commerciale, logistique et administrative. C'est-à-dire qu'on emmène toutes nos commandes dans un seul point de collecte à Chartres. Ensuite, sur le champ, on s'occupe de le dispatcher chez nos différents clients et de faire la facturation pour notre compte. Donc en fait, on n'a plus à se soucier de la logistique et de l'administratif. On se concentre uniquement sur nos productions. Alors pour nous clients, la plateforme sur le champ nous permet de pouvoir commander multiproducteurs grâce à un outil simple qui est une commande en ligne avec un identifiant et une livraison hebdomadaire. Donc on commande en début de semaine, on est livré en milieu de semaine. Ça nous permet d'éviter des multi-livraisons, d'avoir une livraison complète pour X producteurs. Aujourd'hui, Sur le champ constitue un lien direct du champ à l'assiette en approvisionnant des petits commerces de proximité aux grandes enseignes. La plateforme répond également à la demande de clients restaurateurs ainsi qu'à la restauration collective comme les restaurants scolaires et d'entreprises. Notre mission est de valoriser notre terroir et de proposer aux consommateurs des produits locaux de qualité. En plus d'organiser les livraisons, nous accompagnons les producteurs dans leur recherche de débouchés et le développement de nouvelles productions sur le territoire. En résumé, Sur le champ propose un service complet pour la collectivité, les citoyens et les producteurs de notre terroir. Merci pour ces vidéos, en tout cas, qui étaient très enrichissantes. Et surtout descriptive. À présent, donc, Aurélie, on a plein de questions pour vous. Donc déjà, parce que là, on a eu tous les outils de commercialisation présentés, mais on n'a pas eu de prix. Oui. Combien ça coûte ? Alors, pour Terre d'Eure-et-Loir, pour commencer, la cotisation est de 130 € par an et vous permet donc de figurer dans différents dépliants, supports de communication, etc. Pour Bienvenue à la ferme, la cotisation annuelle, elle est de 198 € hors taxe par an. Et enfin, pour Sur le champ, donc la plateforme commerciale, la cotisation annuelle est de 200 € hors taxe par an. Il n'y a pas de package possible avec les trois. Mais en fait, comme ce sont des structures différentes à chaque fois, la Terre d'Eure-et-Loir est une association indépendante. Bienvenue à la ferme, c'est un service de la Chambre d'agriculture. Et la SKIC Sur le champ, c'est une société indépendante. Donc malheureusement, on n'a pas pu faire de tarifs préférentiels, effectivement. Avec les trois groupés. C'est dommage. Donc ensuite, autre question. Donc si j'envisage de vendre en circuit court, mais par contre que je veux pas du tout vendre à la ferme parce que soit j'ai pas le temps, soit on n'a pas envie ou que ce soit. Si on veut vendre uniquement donc mes produits par des intermédiaires, quel avantage y aurait-il pour moi à faire partir d'un réseau justement de promotion comme différents réseaux que vous avez pu montrer ?
Que ce soit pour c'est du centre ou pour Terre de Ré-Loire, même sans vendre en direct son produit, il va véhiculer une image locale. Donc l'intérêt de ces marques de terroir, c'est que vous allez mettre en valeur l'origine locale avec le logo, puisque on demande en général à ce que ce logo figure sur votre produit. Et bien souvent, les magasins, les revendeurs, les partenaires, eux aussi mettent le logo dans les magasins. Donc en fait, à vous tous, vous constituez un réseau de promotion de ces produits locaux, et c'est un partenariat un peu gagnant-gagnant. Votre produit véhicule l'image et l'image, et Terre de Ré-Loire ou C'est du Centre promeuvent aussi vos produits en échange. Donc c'est vraiment un atout. Après, puisqu'on parle de Terre de Ré-Loire qu'on anime ici à la Chambre d'agriculture, il y a un vrai réseau de partenaires. Donc l'intérêt, c'est que avec la quarantaine de magasins, la quinzaine de restaurants et de traiteurs qui sont ambassadeurs, on est en capacité aussi de vous faire entrer plus facilement en contact avec de potentiels nouveaux partenaires et de vous permettre de trouver de nouveaux clients. Et donc, si par exemple, je suis déjà en circuit court, oui. Mais que du coup, on souhaite développer la clientèle, développer du coup les différents types de secteurs dans lesquels on souhaite vendre. Mais pareil, que je n'ai pas assez de temps pour tout ce qui est prospection, etc. Comment on peut articuler aussi tout ça, quoi. Est-ce que du coup, quel réseau, quelle marque je dois privilégier en premier ? En fait, quand on a commencé à développer son réseau de clients, mais que voilà, on n'est pas pleinement satisfait, qu'on a encore du potentiel de développement, ou mieux encore, c'est quand on veut vraiment, on part du début, on n'a pas encore travaillé cette partie-là. C'est vrai que c'est intéressant, ça peut vraiment être un plus de travailler avec un outil comme Sur le Champ, qui est vraiment un outil commercial, parce qu'en fait, la société, elle vous propose une prestation complète. Donc, c'est avec les agriculteurs qui se lançaient dans une production qu'on s'est aperçu qu'il y avait une vraie valeur à apporter par le service de Sur le Champ, puisque on prospecte les clients et on va un peu partout, dans l'Eure-et-Loire, en partie aussi en Île-de-France. Et puis, il y a cet avantage aussi que la société fait la massification. Donc, en fait, ça permet d'accéder à des débouchés que peut-être seul on ne pourrait pas atteindre. Par exemple, on en a déjà parlé, mais la restauration collective, c'est typiquement l'exemple du marché qu'on peut atteindre assez facilement avec Sur le Champ, en répondant à des marchés publics et en regroupant les produits de plusieurs producteurs. On arrive en fait à accéder à ce marché qui est plus difficile d'accès individuellement. Ensuite, il y a tout le côté aussi administratif, j'imagine, Exactement. Qui est délégué aussi. Ouais, Sur le Champ, on fait toute la partie facturation pour le compte des producteurs, donc c'est vrai que c'est un plus aussi en termes de temps passé. Ça limite le nombre de factures aussi, peut-être. Oui, tout à fait, parce qu'on n'envoie qu'une facture par mois, donc oui, ça limite le nombre de factures. Merci Aurélie pour ces réponses. Donc là, nous sommes bientôt arrivés à la fin de cette université du soir. On attendait les dernières questions, mais pour le moment, il n'y en a toujours pas. Donc je vous propose de clôturer cette université du soir. Maintenant que nous avons toutes les clés grâce à vous, donc pour réussir la mise en place d'un projet de vente directe ou de développement ou de consolidation. Donc j'espère que vous aurez tous les réponses, parce que du coup cette université du soir va être rediffusée. Et de toute manière, donc comme vous avez pu le voir, on a une équipe très motivée pour répondre aux nombreuses questions que vous pourrez avoir, et on trouvera forcément l'interlocuteur qui correspondra à vos attentes. Donc je vous remercie pour tous vos échanges. Je vous remercie aussi pour tout le temps que vous avez passé aussi à mettre en place ou à faire les témoignages, que ce soit vous, les différentes personnes de l'équipe qui ne sont pas forcément ici. Et surtout, donc je vais laisser le dernier mot à Alice Chaline, donc qui est élue donc à la Chambre d'agriculture, et Alice donc qui a en charge donc ce dossier passionnant de tout ce qui est circuit court. Alice, je te laisse conclure.
Merci Elodie. Donc bonsoir à tous. Donc effectivement, en Eure-et-Loire, faut quand même se dire qu'on est quand même bien, on cartonne au niveau des circuits courts. Donc on a plus de 75% des exploitations qui a augmenté depuis 10 ans. Donc ça, faut se dire que c'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Mais c'est aussi pas évident, comme l'a dit aussi bien Sébastien que Rosane tout à l'heure. Ils ont dit qu'il fallait gérer tout ce qui était la production, la vente, la logistique, la commercialisation. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire aider par la Chambre d'agriculture qui est là et qui donc propose un parcours en 6 étapes. Notamment pour sécuriser votre projet, donc avec 3 actions importantes. Donc la formation, notamment sur l'aspect réglementaire, les offres commerciales, avec la façon de concevoir et de structurer ces ventes. Et aussi de trouver un moyen peut-être de financer avec notamment des recherches sur les subventions. Et puis pour booster ces ventes, la Chambre elle a aussi des outils qui sont importants, notamment le réseau Bienvenue à la ferme, la marque Terre d'Eure-et-Loire avec les 154 adhérents, donc producteurs, artisans, ambassadeurs, et la plateforme logistique sur le champ, donc notamment avec la restauration collective. Il y a une équipe qui est très active, donc faut surtout pas hésiter à les contacter. Donc il y a, comme on a dit tout à l'heure, il y a Karine, Maëlys, Marie et Aurélie. Elles sont là vraiment pour vous aider et aller dans les démarches. Donc c'est vraiment important. Il faut profiter de tout ce qui est mis en place. Donc, faut se dire que ensemble, on construit l'agriculture de demain et il y en a vraiment besoin parce qu'aujourd'hui, on n'est pas, l'agriculture est en difficulté. Donc, si on peut trouver un moyen de diversifier et d'avoir une nouvelle ressource financière, c'est vraiment important. Donc, merci et une très bonne soirée à tous. Merci Alice, et puis nous vous donne rendez-vous donc au second semestre, donc au mois de septembre ou octobre, pour une nouvelle Université du Soir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.